Alors, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de Record des tuples, qui est une nouvelle proposition pour l'évolution de JavaScript, et je voudrais vous montrer que c'est bien plus que l'immuabilité. Alors, pour me présenter, je m'appelle Sébastien Lorbert. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur mon blog. Je suis développeur depuis une dizaine d'années. J'ai été CTO d'une startup en 2014 où on a été early adopter de React. Depuis 2017, je suis freelance en React et j'essaie de valoriser au mieux mon expertise avec des missions de conseil ou des choses comme ça. Et depuis 2020, je travaille avec Facebook encore en freelance sur un de leurs projets open source qui s'appelle Docusaurus, qui est une sorte de générateur de sites statiques basé sur React. Donc sinon, je suis aussi l'éditeur de la newsletter React Hebdo, qui en gros regroupe des articles chaque semaine sur React. Et dans le cadre de cette newsletter, je suis souvent amené à chercher des informations pour justement essayer d'intéresser l'audience de la newsletter. Ce qui m'emmène parfois à regarder un peu ce qui se passe en termes des nouvelles propositions pour JavaScript. Et je suis tombé l'année dernière sur une proposition qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était encore en stage 1 à l'époque. C'est la proposition Record des tuples. Alors, c'est une proposition qui est soumise au comité TC39, qui est membre de ECMA International, pour l'évolution de JavaScript. Elle est déjà en stage 2, c'est-à-dire qu'il y a déjà une spec assez formalisée. Il y a déjà un plugin Babel, un polyfill et tout ça. Donc, on peut déjà commencer à l'utiliser dans des sandbox, dans des sortes de playgrounds pour jouer avec. Pour résumer un peu les stages de ce comité, à partir de stage 2, on peut commencer à jouer avec. À stage 3, TypeScript l'implémente et il y a certains qui le déploient en production généralement. Et en stage 4, c'est vraiment standardisé, donc normalement, c'est censé arriver dans tous les navigateurs pour peu qu'on leur laisse le temps. Le principe de cette proposition, c'est de amener des structures immuables en JavaScript. C'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et en plus, il y a un comportement un peu particulier de ces primitives, de ces structures immuables, c'est qu'en fait, elles agissent un peu sous forme de primitives composées. Et ça, pour moi, c'est l'aspect sur lequel je vais insister dans ma présentation, parce que je pense que c'est un aspect qui est très sous-évalué. Et la plupart du temps, les gens qui disent l'aspect, qui scannent l'aspect, ils vont retenir essentiellement que c'est des structures immuables. Donc, on va parler un peu des bases de record des tuples. Pour vous donner une idée, on peut manipuler les records un peu comme des objets. Donc, c'est un peu comme un objet immuable, on peut le créer avec une syntaxe qui est assez similaire à celle d'un objet. Il y a juste un dièse devant. Vous pouvez le loguer, vous pouvez accéder à un attribut du record. Par contre, vous ne pouvez pas réassigner un attribut du record parce qu'en fait, il est immuable. Et vous pouvez aussi utiliser la syntaxe spread pour mettre à jour un attribut ou plusieurs de ce record. Donc, ça ne change pas beaucoup des objets. Pour les tuples, c'est un peu pareil, sauf que c'est pareil que les tableaux. De la même manière, on peut l'instancier avec la syntaxe avec le dièse, on peut le loguer, on peut accéder à un élément, à un index donné. On ne peut pas réassigner les cases du tuple. Et par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, le tuple a vraiment les mêmes méthodes qu'un array normal. Donc, vous pouvez faire un map, un filter, un find, un reduce ou des choses comme ça sur un tuple, ça ne pose pas de problème. Donc, globalement, en fait, on peut limite changer du jour au lendemain un tableau en tuple et votre code, globalement, est censé, à peu de choses près, continuer à fonctionner, quoi. De la même manière, on peut l'updater avec la syntaxe spread pour rajouter un élément à un tableau, à un tuple, par exemple. Donc, il faut voir, c'est que la syntaxe avec le dièse, c'est un raccourci. Ils ont créé ce raccourci parce qu'en fait, globalement, je pense qu'en fait, si jamais la proposition est acceptée, on va utiliser beaucoup de records et de tuples, donc autant avoir une syntaxe qui soit quand même assez sympa. Ça permet aussi d'éviter des objets intermédiaires, comme de créer des objets intermédiaires avant de les convertir en record ou en tuple. Mais si vous voulez, il y a toujours une syntaxe basée sur record, sur les types globaux record et tuples qui sont disponibles dans le runtime JavaScript. Donc, ce n'est pas une obligation d'utiliser ce raccourci, mais c'est quand même plus pratique et plus performant. Pour l'imbrication, vous pouvez aussi avoir, de la même manière que les objets, les tableaux, des objets, des tuples et des records imbriqués, donc ça ne pose pas de souci. Là, c'est juste un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre de type non primitif dans un record, ni dans un tuple. Donc, si par exemple, vous essayez de mettre un objet normal dans un record, ça va lever une exception. Si vous essayez de mettre une date qui n'est pas une primitive, ça va aussi lever une exception. Si vous essayez de mettre une classe ou une fonction, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un record et un tuple? On peut mettre juste les types primitifs, comme string, number, boolean, begin, symbole.
undefined et null, qui sont aussi des types primitifs. Et on peut mettre aussi les nouveaux types primitifs, qui sont record et tuple. Donc en fait, record et tuple, c'est des types primitifs composés. Comme ils sont immuables et qui peuvent contenir que des types primitifs qui sont eux aussi immuables, bah, par récursion, on va dire que les records et les tuples sont profondément immuables, en fait. C'est pas comme const qui est juste immuable sur le premier niveau. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très très important à comprendre sur les records et tuples pour bien cerner l'intérêt, c'est la différence avec l'identité entre les records et les tuples et les objets et les tableaux. Donc pour parler d'identité des objets et des tableaux, bah, prenons un exemple. Par exemple, ici, on instancie deux objets, objet 1 et objet 2. Globalement, ils contiennent les mêmes données. Par contre, si on essaie de les comparer avec l'opérateur triple égal, on voit que les deux objets sont des instances différentes. Donc, chaque objet a sa propre identité. Ce n'est pas le même objet au final. Si on compare par exemple l'attribut A, on voit que les deux valeurs 1 sont égales parce qu'en fait, c'est des primitives. Et si on compare l'attribut B, comme ces deux tableaux aussi qui sont dans les objets qui sont des instances différentes, eh ben, ils ne sont pas non plus égaux. Donc là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde le comportement de l'identité des records et des tuples, en fait, ils agissent vraiment comme primitifs composés. Donc, si vous voulez, à partir du moment où deux records ont exactement les mêmes données, c'est la même instance. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler d'instance, puisqu'en fait, c'est des primitives. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le premier record et le deuxième record retournent sont égaux par l'opérateur triple égal. Et c'est pareil pour le tableau, qui aussi est un tuple. Donc le tableau de l'attribut B, comme les deux tuples contiennent les mêmes données, ils sont égaux. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'aspect JSON, vous avez globalement que des objets, des tableaux et des types primitifs. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dès que vous recevez un payload de votre backend, par exemple des données de l'API ou quelque chose comme ça, globalement, c'est toujours convertible sous une structure de record et de tuple parce qu'en fait, vous n'allez jamais avoir dans votre JSON une classe, vous n'allez jamais avoir de fonction ou de date ou de choses comme ça. Donc, il y a des nouvelles méthodes aussi sur JSON comme parse immutable qui vont permettre de parser un string en record directement nativement dans le navigateur. Et de la même manière, vous pouvez faire un stringify d'un record pour obtenir la version serialisée en JSON du record. Donc l'interopérabilité avec JSON est vraiment 100%, quoi. Par contre, si vous avez besoin d'interopérabilité avec des objets et un peu le reste du monde JavaScript, ce n'est pas forcément aussi simple dans le sens où, bah, si par exemple vous avez un objet qui contient une date et que vous essayez de le convertir en record, et bah, du coup, vous allez avoir une erreur. Donc là, l'interopérabilité est peut-être un peu moins bonne. Donc, en termes d'interopérabilité, comme on l'a vu aussi, les méthodes sur les tableaux comme map, filter et tout ça, elles sont disponibles. Donc, globalement, c'est assez interchangeable à partir du moment où les données qui sont dedans sont compatibles. En termes de mise à jour, quand on fait du React ou d'autres front-end, on va dire, qui ont des structures immuables, on arrive souvent à des bouts de code un peu de ce genre-là qui sont un peu compliqués, sur lesquels en fait on essaie d'updater une valeur d'une manière immuable sans faire de mutation dessus. Donc. Et bah, avec les syntaxes spread et tout ça, c'est un peu fastidieux, c'est un peu verbeux, donc on utilise souvent des librairies de helper du genre le Dash7 ou Immerjs pour faire ces mises à jour. Alors il faut savoir, c'est que dans un premier temps, la spec record des tuples ne va pas résoudre ce problème, donc on aura sûrement besoin encore de ces librairies, sachant qu'elles ne seront peut-être pas forcément directement compatibles. Il y aura peut-être un nouvel écosystème de librairies qui va se émerger pour répondre à ce besoin. Mais il y a une deuxième proposition, qui est un peu une sorte de sous-proposition de record des tuples qui vient dans un deuxième temps, qui est actuellement en stage 1, et qui est censé fournir une nouvelle syntaxe, on va dire, qui va permettre d'updater facilement les records et les tuples, et du coup, bah, faire des mutations imbriquées sur du state sera beaucoup plus facile. Donc, moi, je suis développeur React. Je vais essayer d'illustrer un peu l'intérêt des records des tuples pour React. J'espère que vous allez potentiellement pouvoir faire le parallèle avec Vue, Svelte et les autres technologies front que vous utilisez. Moi, je vois pour React plusieurs intérêts, comme la sécurité, le comportement, la performance et une surface API plus explicite. Alors, pour parler de la sécurité,
Je pense que c'est assez facile à comprendre. Bah, c'est les structures immuables. Donc, si vous avez des props sous du state, vous savez que ce n'est pas une très bonne pratique de faire des mutations dessus parce que du coup, React, il ne sait pas que la mutation a eu lieu. Donc, du coup, il ne sait pas redéclencher les bons re-renders au bon moment. Donc là, du coup, dès que vous essayez de faire une mutation sur des props sous du state, vous allez avoir une erreur type error qui va être déclenchée. Et bah, du coup, ce n'est pas possible. Vous avez une sécurité à ce niveau-là. Donc, c'est une sécurité qui est mieux, on va dire, que ce qu'on peut faire un peu à la main avec un object freeze récursif ou des choses comme ça. En plus, il n'y a pas forcément le même coût au runtime, et en plus, on va voir, il y a d'autres intérêts. Pour le comportement, je pense qu'on ceux qui font du React, et en particulier avec les hooks, on est plusieurs, je pense, à avoir eu des effets qui se déclenchent alors qu'on ne voulait pas forcément. Donc, par exemple, sur ce code-là, qu'est-ce qu'on fait? On a, on va dire, un filtre utilisateur, un filtre pour la compagnie, et on les agrège sous un objet API Filters. On passe le API Filters dans le useEffect pour dire que quand les API Filters changent, on veut redéclencher le fetch des données de l'utilisateur et de la compagnie. Le problème de ce truc-là, c'est que dès que l'instance de l'objet API Filters change, vous allez avoir le useEffect qui va se redéclencher à chaque fois. Donc le problème, c'est qu'en fait, l'implémentation ne va pas bien marcher parce que si vous avez un objet normal, l'instance de l'objet API Filters va changer à chaque re-render, ce qui va redéclencher l'effet, ce qui va redéclencher le fetch, qui va redéclencher le fetch data, le set data, qui va redéclencher un render, qui va ainsi de suite, et on se retrouve avec une boucle infinie comme ça. Donc là, le fait d'avoir mis le record, autour de l'objet. Alors j'utilise cette syntaxe parce que ma coloration syntaxique ne marche pas sinon vous pouvez utiliser le dièse. Hein. Le fait d'avoir mis ce record là va fixer le problème dans le sens où en fait l'API filters ne va jamais changer d'identité sauf si les filtres derrière n'ont pas changé. Donc même s'il y a un littéral objet dans mon render ici, à la fin, le record va réussir à, en quelque sorte, stabiliser l'identité de l'objet parce qu'en fait, il voit qu'en profondeur, les données sont exactement les mêmes qu'avant. Donc, à moins que vous changiez vos filtres dans l'interface, le useEffect ne sera pas redéclenché. Et globalement, vous aurez beaucoup moins d'erreurs de comportement du genre des boucles infinies, sachant qu'il y a des outils qui ont été open sourcés par Kenzie Dodds, par exemple, qui sont justement à vocation de résoudre juste ce problème-là, comme use deep equal effect, je crois, ou quelque chose comme ça, et stop runaway effect, ce qui permet d'éviter, on va dire, des frises du navigateur en dev quand vous avez une sorte de boucle infinie qui va friser le navigateur. Donc, en termes de performance, je pense que c'est un peu lié aussi. C'est que de la même manière, si vous créez des objets à la volée dans votre render et que vous les passez à un composant enfant qui a une optimisation React Memo, donc le composant React Memo est censé ne pas re-render quand les props n'ont pas changé. Le problème, c'est que comme vous recréez des nouveaux objets dans le render à chaque fois, vous vous retrouvez avec des nouveaux objets à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Généralement, on utilise useMemo. Mais du coup, c'est un peu verbeux, c'est un peu chiant de le faire à la main. Maintenant, si vous utilisez des records et que vous les passez en props, vous pouvez créer des records en fait, à la volée dans votre render. Vous n'allez jamais avoir de problème de performance. Donc pour moi, c'est un peu l'équivalent d'une mémorisation automatique des objets. Et vous avez en gros des instances qui sont beaucoup plus stables, même si vous recréez les records dans le render. En vrai, ils ne sont pas vraiment recréés, c'est plutôt vous avez la même instance qui revient à chaque fois. Pour la surface API, ça c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais souvent, des fois, entre le parent et l'enfant, on a une sorte de contrat implicite en fait, l'enfant s'attend à recevoir des identités stables, le parent lui en fournit, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui réfactore le parent, et du coup, il n'a plus d'identité stable, et au final, l'enfant va avoir un bug parce qu'en fait, le code ne marche que si les identités sont stables. Donc, avec les types TypeScript, je pense qu'on pourra avoir des contrats un peu plus explicites entre un parent et un enfant via les props, qui va permettre de dire, voilà, je suis le composant enfant, j'ai besoin d'identité le plus stable possible, sinon je ne marche pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Du coup, si la stabilité de l'identité peut causer des bugs en cascade dans le code des applications React ou des problèmes de performance. Donc là, je vais vous proposer une petite démo parce que tout ça, c'est peut-être encore un peu abstrait. Je vais vous montrer, on va dire, une petite application. Alors, attendez. Voilà.
Je vais vous montrer une application, on va dire que c'est une page de user et enfin, qui affiche les données d'un utilisateur et de sa compagnie. Alors, on a trois composants. Il y a le composant utilisateur, le composant compagnie et le composant user et compagnie qui va, on va dire, être au-dessus des deux et qui va render les deux. Donc, les trois composants sont optimisés avec UseMemo. Donc, on essaye en fait d'avoir des composants qui sont assez performants. Malheureusement, on va voir, c'est pas forcément si simple que ça. Donc là, on a l'application. L'application, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en fait, toutes les secondes, elle va fetcher le user et la compagnie d'une API qui est à distance. Et on va récupérer le résultat et on va le mettre dans le state. Et ensuite, React, il va re-render le composant user et compagnie qui va re-render le user et la compagnie d'une manière indépendante. Donc, qu'est-ce qui se passe si on lance ce composant-là? Ce qu'on peut voir, c'est que il y a un petit souci, c'est qu'on pensait avoir optimisé les composants. Le problème, c'est que quand on regarde le compteur de re-render de chacun des composants, ils sont tous en train de re-rendre en permanence toutes les secondes. Alors pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, quand vous fetchez des données de l'API et que vous appelez la méthode response.json, vous obtenez un objet qui a une nouvelle instance à chaque fois. Donc si vous la stockez en state et que vous passez ce state, user et compagnie, au composant enfant, en fait, vous passez un nouvel objet à chaque fois. Donc la problématique de ce truc-là, c'est que en fait, on pensait avoir un truc qui était optimisé, mais en fait, il y a beaucoup de re-renders qui sont inutiles parce que, en vrai, si vous regardez mon application là, le user, le nom et le prénom, ils ne changent pas. L'âge, il change. Je l'ai fait changer volontairement toutes les 5 secondes. Et la compagnie, elle ne change jamais. La compagnie, c'est toujours name, freelance, size 1. Donc, là, le problème, c'est qu'on voit que la compagnie, malgré que les données ne changent jamais, elle re-rend en permanence. Le user, malgré que l'âge ne change que toutes les 5 secondes, il re-rend toutes les secondes aussi. Donc, il y a un problème. Donc, ce n'est pas hyper grave, mais on va voir ce que ça fait d'activer les records des tuples. Donc là, je vais regarder, j'ai juste un seul booléen à switcher qui va me changer la méthode de fetch que je vais utiliser. Donc, il y en a une qui me retournait un objet, donc une nouvelle instance à chaque fois. L'autre, elle va me retourner une instance identique à chaque fois, au moins tant que les données ne changent pas. Donc, on va voir ce que ça va changer au comportement. Donc, en termes de comportement, ce qu'on voit là maintenant, c'est qu'en fait, les composants ne vont re-render que quand l'âge de l'utilisateur qui change toutes les 5 secondes change. Donc, on voit qu'il n'y a que l'app qui va render une fois par seconde, que le user et compagnie qui va re-render une fois toutes les 5 secondes. Une fois, le user va render aussi une fois toutes les 5 secondes. Et par contre, l'objet compagnie, le composant compagnie ne va jamais re-render parce qu'en fait, la structure, les données de la compagnie ne changent pas. Donc là, vous voyez que je n'ai pas changé le code React, j'ai juste retourné un record au lieu de retourner un objet, et ça change assez significativement les performances de mon application. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée des performances. Voilà, je pense que vous allez comprendre que là, c'est l'aspect performance, il y a d'autres aspects comportement qui peuvent être résolus aussi par ça. Donc, pour revenir à la présentation, il y a quand même quelques trade-offs à ces nouveaux records des tuples, c'est que ça complexifie un peu JavaScript. Il y en a certains qui disent que JavaScript n'est pas aussi simple qu'avant dans le sens où il y a de plus en plus de features, c'est de plus en plus difficile pour un débutant d'apprendre le langage. Il y a une nouvelle syntaxe avec le dièse qui ne fait pas forcément l'unanimité auprès de tout le monde. Et du coup, moi je pense que ce n'est pas une critique très bien fondée parce que on utilise déjà des librairies pour faire toutes ces choses-là, les mutations immuables, les structures immuables, on en a besoin. On voit que ça pose des problèmes d'avoir des changements d'identité réguliers dans le code des applications, en particulier React avec les effets et tout ça. En termes de stockage de type non primitif, donc par exemple, si vous voulez mettre une date dans un record, vous ne pouvez pas le faire directement. Par contre, il y a des manières de contourner un peu le système, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu de stocker la date dans le record, vous pouvez stocker une référence, donc soit un ID, soit un symbole, et ensuite avoir une sorte de cache dans lequel vous allez avoir en clé la référence et en valeur la date que vous voulez. C'est un peu plus fastidieux, mais c'est nécessaire parce que du coup, on veut que des types primitifs dans les records. Donc, pour les détails d'implémentation, il faut savoir que y a des impacts potentiellement en performance. Peut-être qu'il y aura un coût supplémentaire à instancier un record qu'à instancier un objet.
peut-être que le triple égal d'un record sera plus coûteux que le triple égal d'un objet. Il y aura sûrement différentes stratégies qui pourront être utilisées par différents navigateurs. On ne sait pas encore trop comment ça va se comporter. Il n'y a pas encore de benchmark qui est publié. Par contre, les implémentations de tests dans les navigateurs sont en cours, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et il y a aussi un autre problème à résoudre, c'est au niveau de TypeScript, il y a déjà un type record. Donc la question à se poser, c'est comment on va faire la transition si jamais on apporte un type record à JavaScript, sachant que le type record ici de JavaScript n'aura rien à voir avec le type record de TypeScript, qui est une sorte de map clé-valeur de base, quoi. Donc voilà, donc pour conclure, je pense que les records et les tuples, c'est des choses qui sont faciles à prendre en main. Comme je vous l'ai montré dans l'application, il suffit de switcher un booléen et de retourner de votre API des records plutôt que des objets pour éventuellement en bénéficier. Donc des fois, il n'y a pas forcément de autre chose à changer que ça. Je pense que l'immuabilité, c'est quelque chose de plutôt cool. Après, je ne sais pas si ça va changer notre vie, dans le sens où bah, voilà, on pouvait déjà plus ou moins le faire avec Object Freeze. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le comportement sous forme de primitifs composés, qui justement fait que les identités sont beaucoup plus stables et que bah, ça résout pas mal de problèmes qu'on peut avoir dans nos applications. Donc, bah, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez en poser maintenant, ou alors sur Twitter ou par email. Bah, sinon, j'ai mis 3 ressources. J'ai écrit un blog post sur le sujet, un peu plus détaillé peut-être, sur l'aspect React que cette présentation. Il y a aussi une présentation un peu plus générale de Axel Rochmeyer sur les records des tubes. Et puis sinon, bah, il y a la proposale que vous pouvez lire aussi. Elle n'est pas trop compliquée à lire, donc ça devrait aller. Voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Sébastien. Normalement, tu dois voir la salle. Ouais. Ok. On va essayer Ça va. de voir aussi. Voilà, super. On a 1 minute pour les questions. Si vous avez des questions. Une première devant. Est-ce qu'ils ont prévu dans la spec une stratégie de polyfill pour les outils comme Babel ou des trucs comme ça, parce que ça a l'air assez potentiellement chiant à faire. Bah oui, justement, en fait, c'est déjà fait. C'est comme ça que le playground que je vous ai montré là arrive à le faire. C'est qu'on peut déjà utiliser la syntaxe avec le hash et tout. Il y a déjà un polyfill pour les types globaux record et tuple, donc sans la syntaxe avec le hash. Et il y a déjà un plugin Babel qui permet de transpiler le hash, en fait. Donc en fait, on peut limite déjà le mettre en production. C'est juste que c'est peut-être pas encore assez éprouvé pour le faire, quoi. Une autre question, ouais, Simon. Est-ce que tu sais si c'est prévu que la spec JSON suive et intègre des notions de record des tuples? La spec JSON, bah en fait, je pense pas qu'elle ait besoin, puisqu'en fait, on peut déjà parser un JSON sous forme de string en record. Et puis, bah, en fait, voilà, c'est déjà interopérable, donc c'est assez simple. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire évoluer la spec JSON. Par contre, il y a des méthodes qui sont rajoutées comme JSON.parse immutable. Et puis, il y a aussi potentiellement, alors ça, c'est pas sûr, je crois, mais par exemple, quand tu reçois une réponse HTTP, tu peux faire response.json immutable ou un truc comme ça, qui permettra d'obtenir directement un record et pas un objet. Donc, du coup, l'idée, c'est d'éviter de passer le plus possible, d'éviter de passer par un objet intermédiaire que tu vas ensuite convertir en record. Autant obtenir un record directement quand c'est possible, quoi. Et le fait qu'il y ait une petite perte d'infos quand tu passes de ton objet JavaScript au JSON, si par exemple tu as un objet classique et un record, ça ne sera pas un problème, je pense. Bah, en fait, si ton objet est convertible en record, ça marchera et il n'y aura pas de perte d'informations. Et s'il y a des trucs qui ne sont pas compatibles avec les records dedans, et bah, tu auras une exception. Donc, dans tous les cas, tu ne vas pas perdre d'informations, tu auras une exception plutôt qu'une perte d'informations. Mais si ton objet est juste de la donnée, tu pourras toujours le convertir en record. C'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les données qui viennent du back-end, normalement, c'est des données qui sont souvent envoyées en JSON, tu peux toujours les convertir en record, en fait. Ça marche. Bah, merci beaucoup Sébastien. On te fait une Ouais, merci. seconde.